Slobodan Milošević, ex-président de la Serbie et de la Yougoslavie, est le premier chef d'État à comparaître devant une cour internationale pour crimes de guerre et génocide. Milošević a chassé de leurs terres des communautés entières pour faire place à ses compatriotes serbes. Ses forces armées ont massacré des milliers de civils. Les guerres qu'il a provoquées ont relancé la notion d'épuration ethnique et entraîné l'éclatement de la Yougoslavie. D'abord la Croatie et la Slovénie, puis la Bosnie et la Macédoine ont successivement fait sécession, abandonnant à la Serbie la domination d'une Yougoslavie terriblement réduite. En décembre 1995, le même Milošević, surnommé le boucher des Balkans, est accueilli à Paris pour signer le traité qui ramènera la paix en Bosnie et dans la région. Tous les participants à la cérémonie savent que seul Milošević est capable de faire cesser l'offensive serbe. Il est alors incontournable dans le processus de paix. Je n'ai eu aucune difficulté à discuter avec lui. Il était plutôt sûr de lui. Il a dit qu'il était content que le conflit ait pris fin et qu'il souhaitait de meilleures relations à l'avenir. Je lui ai dit que c'était aussi mon souhait et que cela dépendrait du maintien de la paix en Bosnie et de l'arrêt des exactions et des massacres. Ja sam siguran da je pred nama puna normalizacija odnosa između Jugoslavije i Sjedinjenih Država i jedna intenzivna saradnja. À son retour en Serbie, Milošević fait figure de héros. Même son épouse, Mira, fervente partisane des régimes communistes de la Chine et de Cuba, est enchantée de cette nouvelle lune de miel avec l'Occident. Moi, je pensais que les choses allaient s'arranger. Je disais à tout le monde à la maison que désormais, les sanctions seraient levées, que la guerre serait terminée et qu'il n'y aurait plus de réfugiés. Je pensais qu'on pourrait reconstruire le pays et élargir son développement. La plupart des sanctions infligées pendant la guerre de Bosnie sont alors levées. Celles qui subsistent sont subordonnées à la façon dont Milošević se comportera dans une petite région reculée de son propre pays. Milošević est arrivé au pouvoir 10 ans auparavant, en soutenant la minorité serbe du Kosovo. Kosovo nije jedan običan deo Srbije. Kosovo je samo srce Srbije. Čitava naša istorija je na Kosovu. Svi naši manastiri su na Kosovu. La Serbie revendique sa souveraineté sur la province méridionale du Kosovo depuis plus de 700 ans. À l'époque de Milošević, 9 habitants sur 10 ne sont pas des Serbes, mais des Albanais. Milošević dissout alors le Parlement du Kosovo et prive les Albanais de leurs droits politiques. Un petit groupe d'Albanais du Kosovo riposte en fondant l'UÇK, l'armée de libération du Kosovo. Nous nous sommes réunis non loin d'ici, à Pristina. Nous avons beaucoup discuté. Il était évident que la communauté internationale ne se préoccupait pas de notre sort. Et nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'il fallait l'obliger à s'intéresser au Kosovo. Mais à l'époque, nous n'avions pratiquement pas d'armes.
La plupart des volontaires de l'UCK, comme cet étudiant en droit de Pristina, ne disposent guère que de grenades à main. J'avais pris pour cible un foyer qui était plein de Serbes. Il se trouvait à proximité d'une école de médecine. Je me suis rendu dans cette rue où il y avait plein de petits restaurants qui vendaient des hamburgers. J'ai lancé ma grenade et je suis allé ensuite directement m'acheter un hamburger. Des voitures de police sont arrivées avec leurs gyrophares allumés. Je suis sorti du kiosque, mon hamburger à la main, et je suis passé sous le nez des policiers. Tipičan primer za to su teroristički akti šiptarskih separatista na Kosmetu. L'UCK se fait connaître en organisant des attentats synchronisés dans 6 villes du Kosovo. Mais sans véritables armes, le mouvement ne peut espérer inquiéter véritablement Milosevic. C'est alors qu'un événement majeur va jouer en faveur de l'armée de libération du Kosovo. En 1997, le gouvernement communiste de l'Albanie voisine est renversé. Le pays plonge alors dans l'anarchie. Les entrepôts militaires ont été pillés. Les gens emportaient les armes chez eux. Et si seulement nous avions eu des hommes à nous à proximité, nous aurions pu mettre la main sur ces armes gratuitement. Mais nous n'avions personne sur place. Malgré tout, on a quand même pu acheter beaucoup d'armes à un prix raisonnable. Pour faire entrer les armes au Kosovo, l'UCK utilise un vieux procédé remis au goût du jour. Ils prenaient des chevaux au Kosovo, ils les emmenaient de l'autre côté de la frontière, puis ils fixaient sur leur dos des chargements d'armes. Ensuite, les chevaux rebroussaient chemin et rentraient tout seuls au Kosovo. Là, les membres de l'organisation les interceptaient, puis s'emparaient des armes qu'ils transportaient et les ramenaient au village. C'est pour cette raison que si peu de terroristes ont été tués à la frontière, parce qu'ils n'y allaient pas. Avec ces nouvelles armes, les offensives de l'UCK se font plus meurtrières. Les milices paramilitaires de Milosevic se livrent à de violentes représailles. Début 1998, elles tuent 20 habitants d'un village de la Drenica, au cœur du territoire contrôlé par l'UCK. Quelques jours plus tard, les forces serbes prennent pour cible la maison d'Adem Yashari, commandant en chef de l'UCK, soupçonné par Belgrade d'avoir fait tuer plusieurs Serbes. Adem Yashari s'apprête à affronter les Serbes, malgré l'avis de ses camarades qui le pressent de fuir. Adem Yashari a répondu à ma mise en garde en disant « Je vous ai bien entendu, mais si je prends la fuite, notre cause en pâtira. Alors nous resterons et nous nous battrons jusqu'au bout. » Il était catégorique. Il a déclaré « Je ne bougerai pas de chez moi et je ne ferai pas partir ma famille ». Adem Yashari est convaincu que l'UCK a besoin de martyrs. Il décide que lui et les siens seront les premiers. On avait un problème parce qu'il avait pris en otage les enfants, les femmes et les vieillards. Pendant plusieurs jours, on lui a crié avec un mégaphone « Libère les otages et dépose tes armes ». En se rapprochant, on se mettait en danger. On risquait de perdre plus d'hommes. C'est pour nous couvrir qu'on s'est servi de l'artillerie.
Quand les membres du clan Yashari cessent de tirer, les Serbes pénètrent dans le bâtiment. Les femmes et les enfants encore en vie se sont cachés dans une cave. Ils ont jeté une grenade. L'explosion a tué ma grand-mère dans la pièce voisine. Tout le monde est mort. Elle sera l'unique survivante. Yashari et 45 de ses proches parents et amis ont trouvé la mort, et parmi eux, 12 femmes et 11 enfants. La mort de Yashari aura bien l'effet escompté. À Pristina, 100 000 partisans proclament leur soutien à l'UÇK. La manifestation est violemment réprimée par la police serbe. Les ministres des Affaires étrangères de 6 pays sont appelés à Londres. Ils constituent le groupe de contact qui a été créé pour conduire les négociations entre la Russie et l'Occident pendant les précédentes guerres provoquées par Milosevic. Nous nous sommes retrouvés à Lancaster House où nous nous étions déjà réunis plusieurs fois. Et j'ai dit, messieurs, souvenez-vous que l'histoire nous regarde, que nos prédécesseurs se sont assis ici et ont regardé brûler la Bosnie. Les Britanniques et les Américains sont déterminés à réimposer toute la panoplie de sanctions économiques contre Milosevic. J'ai eu une discussion musclée avec Madeleine Albright. Je lui ai demandé « Pourquoi voulez-vous reconduire toutes les sanctions ? Pourquoi voulez-vous acculer la Yougoslavie ?» À vrai dire, j'ai été assez odieuse. J'avais le sentiment persistant que cette réunion était d'une importance capitale et que nous devions agir rapidement. Ces arguments étaient toujours les mêmes. Les Serbes ont commis un génocide au Kosovo. J'ai beaucoup insisté auprès de Primakov sur le fait que nous devions absolument montrer que nous réagissions à ce qui se passait au Kosovo. Que si nous voulions vraiment infléchir la position de Milosevic, le moyen le plus efficace était de recourir aux sanctions économiques. J'ai essayé de calmer mes interlocuteurs occidentaux. Ils tenaient absolument à imposer des sanctions économiques. Je leur ai dit, ça ne fera qu'aggraver la situation. Malgré les objections de la Russie, le groupe de contact inflige de nouvelles sanctions économiques à la Serbie et exige que Belgrade s'engage dans la voie de l'autonomie pour le Kosovo. Le président Milosevic a répondu « Je ne ferai pas de concessions sur la question du Kosovo ». Ja želim da poručim albanskim liderima na Kosovu. Neka se manu belosvetskih dušebrižnika koji brinu svoje, a ne njihove brige. Plus Milosevic refuse d'accéder à leurs exigences, plus les Albanais du Kosovo se rallient à l'UÇK. Le département d'État américain décide d'entrer en contact avec l'UÇK. Nous avons compris qu'il nous fallait d'abord savoir qui étaient au juste ces gens de l'UÇK et ensuite essayer de les amener à participer au processus de paix. On supposait que l'organisation avait des dirigeants, mais ils étaient aussi difficiles à trouver que le passage du Nord-Ouest. On s'est mis à chercher des interlocuteurs. Il y avait des barrages partout, on entendait des tirs. Le secteur était manifestement contrôlé par les Albanais. Comme l'espèrent les Américains, l'UÇK les suit à la trace et établit un premier contact dans le premier village où ils se rendent. Dans la maison, nous sommes montés à l'étage et nous nous sommes assis pour parlementer avec le chef du village. Et soudain, un bel homme barbu portant une arme qui paraissait plus grande que lui est arrivé et s'est fait une place parmi nous. Il s'est pratiquement assis sur les genoux d'Holbrooke, comme s'il était le Père Noël. En réalité, les Américains n'ont approché aucun dirigeant d'envergure lors de cette rencontre. Mais l'UÇK y gagne un surcroît de notoriété.
Cette photo, qui fera le tour du monde, montre des Américains fraternisant avec l'UCK. Ça a été une grande surprise de voir M. Holbrooke enlever ses chaussures pour négocier en chaussettes avec des terroristes. Le président américain essuie des critiques. J'ai donc téléphoné à Bill Clinton, au président Clinton, pour lui faire part de mon étonnement et lui dire que je considérais que ce n'était pas là une initiative heureuse et que c'était le sentiment de l'ensemble de l'Union européenne. Mais les Américains poursuivent malgré tout leur initiative. Une semaine plus tard, sous couvert de se rendre à une conférence en Suisse, l'émissaire américain Richard Holbrooke est chargé d'une nouvelle mission. Ce contact était primordial, car il nous fallait absolument des soutiens en faveur de l'UCK. C'était une grosse responsabilité qui pesait sur mes épaules. L'homme que l'UCK s'est choisi comme porte-parole est un réfugié qui vit de l'aide sociale avec sa famille. Je suis arrivé avec 1 heure d'avance. J'ai commandé à boire, j'étais nerveux et j'essayais de me calmer en fumant cigarette sur cigarette. Nos services secrets ne savaient pas grand-chose de l'UCK, de ses dirigeants, de son financement, ni de ses revendications. Je lui ai dit fermement, l'UCK réclame un Kosovo démocratique. Le fait de savoir si on est de gauche ou de droite est sans importance quand des villages du Kosovo sont bombardés et pilonnés. Ils se battaient pour leur vie, c'était difficile et je le comprenais. Il a dit « Nous imposerons à Milosevic des changements constitutionnels qui déboucheront sur l'indépendance du Kosovo dans un délai de 3 à 5 ans. » J'ai peut-être suggéré un peu trop vite à Mamouti que c'était possible si l'UCK se conduisait correctement. Même si l'indépendance n'est qu'une éventualité, c'est une grande nouvelle pour l'UCK. Après cette rencontre, l'organisation va s'efforcer de s'afficher sous son meilleur jour. J'ai insisté auprès de notre état-major pour que nos soldats fassent disparaître tout symbole d'adhésion au communisme. J'ai dit qu'ils devraient se raser la barbe et saluer du plat de la main, comme les Américains. Au cours de l'été 1998, les troupes de l'UCK tuent 80 policiers et 60 civils serbes. Elles s'emparent de 2 villes et affirment qu'elles auront bientôt libéré l'ensemble du Kosovo. Mais en réalité, l'UCK n'a pas d'armée à proprement parler. Les Serbes, en revanche, disposent de véritables troupes. Ils prennent désormais pour cible des villages entiers, chassant les habitants et brûlant leurs maisons. Quand nos policiers sont entrés dans le village, les gens ont commencé à leur tirer dessus. Alors, il fallait bien qu'ils se défendent. Et il est possible que les choses soient parfois allées un peu trop loin. Madeleine Albright m'a donné l'ordre de voir Milosevic et de lui signifier qu'il fallait absolument que ça cesse. Il m'a dit qu'il s'agissait de simples opérations antiterroristes. Je lui ai dit, laissez-moi d'abord vous dire ce que j'ai vu à Mališevo. J'ai vu des hommes en uniforme serbe mettre des postes de télévision et d'autres biens de consommation dans une remorque. J'ai vu un autre homme en uniforme serbe, un bidon à la main, en déverser le contenu dans un magasin et y mettre le feu avec une allumette. À ce moment-là, il est devenu très agité. Il s'est levé et s'est mis à marcher de long en large en enfonçant ses mains dans ses poches et en répétant « c'est inacceptable ».
U svim tim operacijama svi naši pripadnici i vojske i policije znali su da je izuzetno važno i imali su naredbu o tome da ni na kakav način ne smeju biti povređeni civili. L'Occident n'avait pas bougé quand Milosevic, tout en proclamant son innocence, perpétrait l'épuration ethnique. Et voilà que l'histoire se répète. Les Américains pressent leurs alliés d'agir. J'avais le sentiment que nous avions tiré une dure leçon du drame bosniaque. Face à l'intransigeance, c'est une erreur tragique que de continuer à discuter et à tourner autour du pot. J'ai dit à président Clinton qu'une intervention militaire dans un monde civilisé et organisé nécessitait un feu vert, une demande ou au moins un accord du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il était évident que les Russes mettraient leur veto à une résolution du Conseil de sécurité et que nous aurions les mains liées. Dans ces conditions, à quoi servait de s'engager dans une voie dont on savait qu'elle ne mènerait nulle part? Le Conseil de sécurité des Nations Unies cesse de siéger pendant l'été sans avoir autorisé l'usage de la force. Milosevic va en tirer ses propres conclusions. Ses troupes lancent une offensive qui décime presque complètement l'UÇK. Et elle ne s'arrête pas là. À la mi-septembre, on apprend que 100 000 Albanais cherchent à échapper à la police serbe en se cachant dans les forêts et les collines du Kosovo. La Russie ne peut s'opposer plus longtemps à une résolution de l'ONU appelant Milosevic à laisser les réfugiés rentrer chez eux. Mais la résolution n'est assortie d'aucune menace. Le lendemain, les ministres de la Défense de l'OTAN se réunissent au Portugal. Les Britanniques trouvent le moyen de conférer à la résolution de l'ONU une force exécutoire. Il fallait que nous prenions des mesures pour appuyer la résolution des Nations Unies et mettre un terme aux horreurs que la télévision passait en boucle toutes les demi-heures ce jour-là à l'hôtel. Dans ma déclaration préliminaire, j'ai dit « Voici la liste des exigences. Il doit retirer tel nombre de troupes. Il doit faire cesser le recours à la violence. Il doit se plier à un certain nombre d'exigences formulées par les Nations Unies. S'il ne le fait pas, nous savons que les Nations Unies ne peuvent pas bouger. Mais l'OTAN va bouger et poser un ultimatum. » Avec cette élégante formule, que les Britanniques ont répétée à plusieurs reprises, on a balayé les hésitations de la France. La Grande-Bretagne avait construit une passerelle, on pouvait tous la franchir ensemble. Just a few moments ago, the North Atlantic Council approved the issue of the Act 1 for both a limited air option and a phased air campaign in Kosovo. À Belgrade, Milosevic convoque son Conseil suprême de défense. Il doit faire face à une mutinerie. J'ai dit que nous avions déjà fait beaucoup, mais que nous devions quand même nous plier à la résolution des Nations Unies et qu'il fallait l'annoncer immédiatement. Moi aussi, j'ai dit à Milosevic que nous devions faire ce qu'exigeait l'ONU. Sinon, nous serions bombardés par l'Occident. J'avais l'impression que le ton qu'employait le général déplaisait fortement à M. Milosevic. Il n'était absolument pas convaincu que l'OTAN et la communauté européenne mettraient à exécution leurs menaces contre la Yougoslavie. Milosevic a répliqué « Et alors ? Les bombardements ne dureront que quelques jours, et puis ensuite il y aura la paix. Une fois que l'opinion publique mondiale sera mobilisée,
l'OTAN sera bien obligée de mettre fin au bombardement et nous aurons remporté une victoire morale. Rejetant les objections de ses conseillers, Milosevic s'entête. Il est convaincu que l'OTAN n'est qu'un tigre de papier. À Bruxelles, l'émissaire américain Richard Holbrooke demande au Conseil de l'OTAN de se livrer à une démonstration de force pour convaincre Milosevic que les Alliés ne plaisantent pas. J'ai demandé un ordre d'activation immédiat. Ça signifie qu'on remet le commandement des forces aériennes au commandement suprême et qu'il a carte blanche pour lancer l'offensive dès qu'il le juge bon. C'est le stade ultime avant l'usage de la force. Milosevic a 96 heures pour se conformer à toutes les exigences formulées dans la résolution de l'ONU. Nous avons ensuite fait décoller des B-52 des États-Unis vers l'Angleterre. On a regroupé des avions sur la piste d'Aviano, prêts à décoller. Ce n'était pas du bluff. On était à quelques heures de l'offensive. Face à cette démonstration de force, Milosevic va enfin plier. Une fois qu'il a compris que les frappes étaient imminentes, Milosevic était visiblement inquiet. Milosevic consent à toutes les exigences des Occidentaux, y compris au retrait d'une partie de ses troupes du Kosovo. Nous n'avons jamais demandé à l'UÇK de faire quoi que ce soit, ni de signer quoi que ce soit. On a mis toute la pression sur Belgrade. Nous avons respecté le cessez-le-feu. Nous avons abandonné le terrain aux Albanais. Et l'UÇK en a profité. Ils ont rompu le cessez-le-feu. Cela dépassait nos rêves les plus fous. Il ne restait presque plus aucun soldat serbe. On était enfin libre de nos mouvements. On pouvait lancer l'offensive. Les observateurs internationaux chargés de veiller au respect du cessez-le-feu ne peuvent rien faire pour arrêter l'UÇK. Nous étions peut-être les seuls au Kosovo à ne pas avoir d'armes. Et nous étions pris en tenaille entre deux belligérants qu'on essayait de séparer. Ils étaient puissamment armés, déterminés à faire usage de leurs armes, et nous avons fini par craindre qu'ils les retournent contre nous, croyant que nous penchions pour le camp adverse. Certains observateurs penchent en effet pour l'un des deux camps, généralement celui des Kosovars. Ils nous ont donné leur carte d'état-major. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Toute armée a besoin de carte d'état-major pour coordonner ses actions. On ne disposait pas d'une grande puissance de feu pour mener de grosses opérations, mais il était facile de provoquer les Serbes. Il nous suffisait de poster quelques tireurs embusqués. Notre objectif était d'amener l'OTAN à intervenir le plus rapidement possible. Les Serbes vont mordre à l'hameçon. Début janvier 1999, l'UÇK abat 3 policiers serbes. Les représailles dans le village de Račak vont faire définitivement basculer le conflit. On a appris qu'une famille de Račak avait abattu 3 policiers. Et on a reçu l'ordre de notre état-major de préparer une opération pour liquider les terroristes dans le village. On est parti à 2 heures du matin. Le froid était glacial. Il faisait nuit noire. On savait que le moindre aboiement de chien risquait de donner l'alerte et de faire échouer toute l'opération. Heureusement, les rares chiens encore présents dans le village devaient être en train de dormir, bien au chaud. De nombreux habitants ont déjà fui le village. On a marché à travers bois jusqu'à atteindre les tranchées ennemies.
Là, à l'issue d'un bref combat, on a réussi à liquider les gardes qui y étaient postés. À ce moment-là, le jour se levait et le combat a commencé. Pendant 6 heures, Ratchak est pris en tenaille entre les tirs de la force paramilitaire et les bombardements de l'armée. Puis les Serbes pénètrent dans le village. Les forces serbes affirmeront y avoir découvert les cadavres de 15 Albanais. Le commandant serbe déclare qu'après avoir fouillé chaque maison, il a laissé sur place une petite unité pour monter la garde. Au cours de la nuit, les hommes de l'unité ont quitté leur position. Pour quelle raison? Il paraît qu'ils ont pris peur. À son arrivée, le lendemain matin, le chef du groupe des observateurs, William Walker, est accueilli par l'un de ses adjoints. Il m'a dit « Je suis désolé, monsieur, mais je crois qu'il s'est encore passé quelque chose de grave. » Nous nous sommes donc rendus au village. Le temps que l'ambassadeur Walker arrive au village, certains hommes de l'UCK y sont revenus. On m'a dit « Si vous voulez voir ce qui s'est passé hier, grimpez là-haut. » On a vu le premier cadavre. C'était un corps décapité. En remontant le long du chemin, nous sommes tombés sur une dizaine ou une quinzaine de cadavres, empilés les uns sur les autres. La police serbe affirme que ce sont des soldats de l'UCK morts au combat et que leurs complices ont remplacé leurs uniformes par des vêtements de paysans pour faire croire qu'il s'agissait de civils. Mais l'ambassadeur Walker est persuadé du contraire. J'ai remarqué que les vêtements étaient tachés de sang aux endroits des impacts de balles et des blessures. Pour moi, il était impossible de croire qu'il s'agissait d'une mise en scène. Walker décide de livrer son verdict publiquement. From what I personally saw, I do not hesitate to describe the event as a massacre, obviously a crime very much against humanity. Je sentais que j'avais été le témoin d'atrocités qui avaient été perpétrées par les forces de sécurité de Belgrade. Les Américains tiennent enfin la preuve formelle qu'ils attendaient. Depuis des mois, la secrétaire d'État, Madeleine Albright, tente en vain de convaincre les alliés de l'Amérique d'employer la force contre Milosevic. Elle ne laisse pas passer l'occasion. C'est terrible de se dire qu'un massacre a le pouvoir de galvaniser les volontés. Une chose terrible s'était produite et la question était « qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» J'ai dit clairement que cet acte appelait une riposte militaire immédiate. Mais les Européens n'y étaient pas prêts. Les alliés de l'Amérique craignent que Madeleine Albright veuille les précipiter dans la guerre. Ils veulent mettre au point leur propre stratégie. Le président Jacques Chirac téléphone à Londres. J'ai dit à Tony Blair que le premier pas dans cette nouvelle stratégie, c'était la réunion du groupe de contact. Alors pourquoi la réunion du groupe de contact? Tout simplement parce que dans le groupe de contact, il y avait la Russie. Jacques Chirac et moi savions que les Russes avaient un autre point de vue, en raison de leur lien avec les Serbes.
Et je savais parfaitement que Mme Albright, une personne brillante, mais dont le caractère n'était pas toujours facile, était réservée à l'égard de la réunion du groupe de contact, parce qu'elle ne voulait pas siéger avec les Russes ou discuter avec les Russes. Et donc j'ai dit à Tony Blair que nous devions vaincre la réticence de Mme Albright. L'éternel problème dans les réunions du groupe de contact, c'est que les alliés occidentaux disaient « on ne peut rien faire car les Russes ne voudront pas ». Alors je suis partie pour Moscou. Dans l'espoir de court-circuiter ses homologues européens, elle va voir le ministre russe des Affaires étrangères. Lors de nos rencontres, nous essayons toujours de partager quelques loisirs après nos rudes discussions. Alors il m'a invité au Bolchoï. C'était vraiment étonnant de me retrouver dans la loge du tsar avec le ministre russe des Affaires étrangères. Le théâtre était tout tendu de velours rouge et or, et je portais une robe longue, en velours, parfaite pour la circonstance. Les gens se retournaient pour regarder les deux ministres des Affaires étrangères. Le théâtre du Bolchoï n'était vraiment pas le lieu adapté pour parler travail. J'ai décidé de présenter notre stratégie, à savoir que nous devions être prêts à faire usage de la force. Dès le départ, la secrétaire d'État a annoncé la couleur. Elle a été très claire. Je crois qu'Ivanov était assez étonné. Mais le ministre russe va lui aussi surprendre sa collègue. Ivanov lui a dit qu'il en avait assez, que la Russie semble toujours prendre le parti de Milosevic, et qu'il était d'accord sur le fait que si quelque chose devait être fait un jour, il faudrait recourir à la force. Mais il a ajouté qu'il ne pourrait jamais dire cela publiquement. Munis de cette assurance, nous avions les coups des franges pour lancer un ultimatum. Les dirigeants français et britanniques sont bien décidés à empêcher Madeleine Albright de recourir à un ultimatum pour déclencher la guerre. Ils veulent s'en servir pour obliger Milosevic à infléchir sa politique au Kosovo. Tony Blair m'avait invité à dîner au Downing Street. Et je lui ai dit, je serais très content d'embrasser Cheryl et les enfants. Donc, nous sommes allés dans la partie de son appartement. C'était un dîner tout à fait informel. Et c'était très important pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. Alors, j'ai dit à Tony Blair qu'il fallait faire une dernière tentative de nature politique. La conséquence de ces menaces est si grave en termes d'action militaire que nous devons tenter encore une fois la voie diplomatique. Réunissons les deux parties et mettons le maximum de pression pour qu'elles négocient. Les Alliés invitent les belligérants à une conférence de paix au château de Rambouillet, ancien pavillon de chasse de Louis XVI, situé à une cinquantaine de kilomètres de Paris. Mais qui répondra à l'appel? À son arrivée, la délégation des Albanais du Kosovo compte, entre autres, un poète, le rédacteur d'un journal et 7 représentants de l'UÇK. Mais tandis que les délégués se rassemblent pour entendre le discours d'ouverture de Jacques Chirac, un homme brille par son absence, Slobodan Milosevic. Quand l'invitation à la conférence lui est parvenue à Belgrade, il a consulté quelques-uns de ses proches conseillers. C'était le soir. Milosevic était chez lui. Il nous a dit qu'il fallait absolument empêcher l'offensive de l'OTAN. Nous avions une marge de manœuvre très réduite. La Yougoslavie courait le risque d'être bombardée. Il fallait absolument faire une dernière tentative de médiation, alors on a décidé d'envoyer Milutinovic à Rambouillet. En se faisant représenter par le président serbe, Milosevic se ménage une porte de sortie. Mais peu après le début de la conférence, les Serbes apprennent que les dirigeants occidentaux tiennent à ce que tout accord se fasse sous l'égide des troupes de l'OTAN.
Les troupes de l'OTAN pourraient se déplacer à leur guise sur tout le territoire yougoslave. Elles seraient libres d'aller et venir où elles voudraient, sans être fouillées, sans responsabilité légale. Elles pourraient utiliser gratuitement nos installations militaires. Évidemment, j'ai réagi. J'ai dit que pour nous, c'était inacceptable. Ce soir-là, tandis que le médiateur américain s'entretient avec Madeleine Albright, il reçoit un message. J'ai reçu un mot de Milutinovic qui souhaitait me rencontrer au piano-bar de l'hôtel Bristol. C'est normal, dans ce genre de conférence, on ne peut pas parler librement. Au piano-bar, il y a de la musique et c'est plus facile. Le président serbe veut exposer l'idée de Milosevic à l'abri des oreilles indiscrètes. Depuis qu'il a signé un accord de paix avec les leaders du monde à Paris, il caresse une ambition secrète que Milutinovic révèle à son interlocuteur. J'ai dit à Chris Hill, pourquoi ne pas nous laisser entrer dans l'OTAN? J'ai dit, Milan, vous avez mal compris, mais continuez. J'ai été très clair. Nous étions prêts à fournir des bases à l'OTAN, comme les autres pays, à des conditions commerciales normales. J'ai dit, Milan, je suis en train de vous dire qu'on risque d'arriver à une situation où l'OTAN va lancer une offensive contre votre pays. Il m'a dit en substance, pourquoi êtes-vous si obstiné sur la question du Kosovo? C'est une plaie qui ne vous cause que des problèmes. Milan, on n'a pas des années devant nous. C'est une question de semaines, de jours. Il faut que ça avance. De l'autre côté, les Américains se démènent pour convaincre les Albanais du Kosovo. Il faut qu'ils souscrivent aux conditions posées par le groupe de contact pour que Madeleine Albright puisse persuader ses homologues européens d'agir contre Milosevic. Elle s'efforce de convaincre Hashim Thaçi, le jeune représentant de l'UÇK qui préside la délégation kosovare. Il a développé sa vision de la démocratie et des cultures multiethniques. Il avait l'allure d'un chef, il était grand, beau, bien habillé. La réunion devait durer 5 minutes, elle a duré une demi-heure. On a discuté d'une solution politique. Madeleine Albright espère que Thaçi acceptera les termes de l'accord, même s'il ne s'agit que d'offrir au Kosovo l'autonomie au sein de la Serbie et non l'indépendance revendiquée par l'UÇK. Mais elle ignore l'énorme pression qu'exercent les Albanais sur le jeune délégué. On a appelé chacun des délégués pour leur dire « Ne vous avisez pas de signer ». Il a dit que signer serait un acte de trahison. Je lui ai dit « Nous n'utiliserons pas toutes nos roquettes anti-aériennes contre les Serbes. Si jamais vous avez le malheur de signer, on en gardera une pour abattre votre avion. » Certaine de l'adhésion de la majorité albanaise à la cause de l'indépendance, l'UÇK exige un référendum. Après 2 semaines de travail pour finaliser les détails de l'accord, les ministres des Affaires étrangères tiennent leur dernière séance. Ils reçoivent d'abord la délégation kosovare. Les ministres des Affaires étrangères se sont assis autour d'une longue table, comme pour rendre un verdict. On a d'abord fait entrer Thaçi, accompagné de 2 autres membres de la délégation albanaise. Le temps était venu de dire oui ou non au projet d'accord. C'était un choix impossible. La question était, acceptez-vous les termes de cet accord, oui ou non? Et nous attendions un oui, moi en tout cas. Le document excluait l'indépendance. Il n'y avait aucune mention d'un référendum. Et beaucoup des nôtres s'étaient battus à mort pour cette cause. J'ai répondu, je signerai le document à condition qu'il prévoie un référendum. Il réclamait des amendements, mais ceux-ci n'étaient pas négociables et c'était impossible de trouver un accord sur ces points. Finalement, j'ai dû lui dire,
Au bout du compte, la vraie question, c'est pouvez-vous dire oui à ce projet? C'était une situation dangereuse à cause de Dini, le ministre italien. Il mégotait sur le moindre mot. C'était très difficile de négocier avec lui. Comme Robin Cook, j'ai dit, il faut être clair. C'est oui ou c'est non. Je savais que si nous rejetions le document, nous perdrions tout soutien de la communauté internationale. Le problème du Kosovo serait alors balayé d'un revers de main, comme l'avait été celui des Kurdes. Comme il refusait de dire oui, j'ai ôté mes écouteurs et je les ai posés sur la table. J'étais exaspérée. Elle n'a pas apprécié le fait que j'insiste pour connaître la position des Kosovars. Je trouvais que la tournure de la phrase autorisait ce qu'on appelle en langage diplomatique une ambiguïté créative. J'ai dit, bien sûr, il faut de l'ambiguïté dans la phraséologie des accords politiques, mais nous devions décider si nous allions ou non bombarder la Serbie. C'était une décision extrêmement importante. Nous devions être absolument sûrs que la responsabilité incombait à la Serbie et non pas au Kosovo. Dini a dit « Êtes-vous prêt à renoncer à l'indépendance ?» Taci a répondu non. Alors Dini s'est tourné vers Madeleine Albright et lui a dit « Vous voyez bien, c'est ce que je vous avais dit. » Il faisait de grands gestes comme pour dire « Vous voyez, je vous l'avais bien dit. » Les Américains sont devenus très nerveux, car toute la stratégie qu'ils avaient élaborée était en train de se désintégrer. Les Serbes refusent aussi de signer l'accord de paix. Mais Madeleine Albright s'en prend au porte-parole de l'UCK. J'ai dit « Vous nous avez menés en bateau. La situation est devenue inextricable. Comment avez-vous pu faire ça? Nous vous prenions pour un leader. » Madame Albright a dit « Si vous acceptez de signer et que les Serbes refusent, nous les bombarderons. L'OTAN va bouger. » Mais si vous ne signez pas, on ne pourra rien faire. Il avait l'air d'un écolier que j'avais réprimandé. Le lendemain, ils ont encore augmenté la pression en nous disant « Signez le document tel quel, sans promesse de référendum. » Les Albanais du Kosovo se voient accorder un délai de 3 jours. Pris en tenaille entre les pressions des Américains et les exigences de leurs compagnons d'armes, ils s'enferment pendant 72 heures pour prendre une décision déchirante. 5 minutes avant l'expiration du délai, ils sont toujours en train de débattre quand la porte s'ouvre. Chris Hill est entré, il était en nage. Sa cravate était toute travers. Il n'avait pas dormi plus que nous. J'ai dit, vous allez signer ce texte, oui ou non? Et là, Suroy a pris la parole. On négociait ferme depuis 3 semaines et on se battait depuis 10 ans contre Milosevic. Si on refusait de signer, on fichait tout en l'air. En quelques secondes, on risquait de tout ruiner. Ce qu'il fallait, c'était trouver une formulation satisfaisante. Veton Suroy a un éclair de génie. Le document qu'on demande aux Albanais de signer stipule que dans les 3 ans à venir, un sommet international étudiera un accord pour régler définitivement la question du Kosovo. Suroy suggère qu'ils peuvent signer le document à condition que Madeleine Albright accepte qu'il soit accompagné d'une lettre déclarant que le peuple sera consulté par référendum. Nous évoquions l'éventualité d'un futur référendum. Mais en même temps, on disait à la communauté internationale qu'on n'essaierait plus d'amender le document. Taci essaie de lire le texte de la fameuse lettre sur l'ordinateur de son interprète. Jim O'Brien et Jamie Rubin ne cessaient de me harceler. Allez, dépêchez-vous, il lira plus tard.
Hachim voulait faire des changements. J'ai dit non, et je l'ai empêché d'approcher de l'ordinateur. Il fallait en finir. On avait discuté pendant tellement longtemps qu'une minute de plus ou de moins n'allait pas changer grand-chose. O'Brien lui a pris le document, sachant que si Tachi le gardait plus longtemps, il risquait de changer d'avis. J'ai dit à Jimmy, vous allez lire cette déclaration. J'ai préféré consulter d'abord la secrétaire d'État. Je me suis glissé dans la salle de conférence, je lui ai chuchoté à l'oreille ce qui s'était passé et elle m'a dit « Faites la déclaration ». La lettre étant adressée à Madeleine Albright, celle-ci peut accepter le compromis du référendum sans consulter ses collègues. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. J'ai commencé à courir dans les couloirs de ce château infernal, j'ai franchi les grilles et je me suis rendu sur la place pour annoncer la bonne nouvelle à la presse. Very briefly, the Kosovo-Albanian delegation has voted in favor of this agreement, pending consultations with the people of Kosovo. Les Albanais avaient choisi la paix et renoncé provisoirement à l'indépendance, contrairement aux Serbes. Et le monde pouvait désormais choisir son camp en connaissance de cause. Sa promesse de référendum en poche, Tachi aura gain de cause contre les tenants de la ligne dure. La délégation retourne à Paris pour la signature de l'acte final. Criant à une machination, Milosevic ne fait pas le voyage. What was tried to be imposed in Rambouillet was not autonomy at all. That was independence. And I really don't believe if you show it to any honest American that there is one single honest American who will tell you that if they were on the place of our delegation could sign that. S'alignant sur Milosevic, le Parlement de Serbie rejette les accords de Rambouillet, tout comme l'opinion publique serbe. Le vice-premier ministre serbe révèle alors les intentions de Milosevic. Ako dođe do bombardovanja od strane NATO pakta, ako dođe do američke agresije, mi Srbi ćemo prilično stradati, ali Albanaca na Kosovu neće biti.